Madame, Monsieur, bonsoir. Les réminiscences d'un mai 68 en France, c'est notre sujet d'actualité ce soir. Sans surprise, le président français ne fera pas marche arrière dans la très contestée réforme des retraites. Il persiste et signe, affirmant qu'elle entrera en vigueur avant 2024. Ni les grèves à répétition, ni les manifestations, encore moins la tentative de motion de censure ne freinent le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Hier déjà, à la veille de son interview sur les chaînes françaises aujourd'hui à 13h, cette déclaration annonçait déjà la couleur. Pour Emmanuel Macron, la foule, je cite, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Fin de citation. On dénonce à gauche comme à droite le mépris et le déni absolu du chef de l'État dans la gestion de cette crise des retraites. Une 9e journée de mobilisation nationale est annoncée pour demain jeudi. Quels sont alors les scénarios plausibles si les manifestations spontanées venaient à dégénérer davantage? Cette colère populaire sur les retraites serait-elle la partie visible d'un rejet du système avec à sa tête Emmanuel Macron? Nous faisons le point ce soir avec nos invités. Tout d'abord sur le plateau de Questions d'actu, le politologue et professeur de droit Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai également le plaisir d'accueillir cette fois par Skype depuis Paris, Abdou Hafidi. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle que vous êtes historien. On a besoin aussi de revenir à l'histoire pour comprendre un peu ce qui se passe de nos jours et ce qui risque de se passer demain en France. Alors, peut-être commençons-nous avec le sujet le plus d'actualité et qui date donc d'aujourd'hui. C'est cette prestation télévisée d'Emmanuel Macron et déjà l'horaire choisi, Mostafa Sahimi, 13h et pas 20h. C'est de la com. Et ça, pour ça, il sait faire. C'est de la com. C'est la veille de la grève générale de demain, jeudi. Grève générale en France, c'est important. Hein. C'est pas une grève sectorielle. L'heure de diffusion de l'émission, c'est 13h. Et donc, le public visé, ce n'est pas le public des travailleurs, c'est le public des retraités, des gens qui sont à la maison, des ménagères, etc. Qui ne sont pas finalement concernés par la réforme. Qui ne sont pas concernés, donc c'est une manière de conforter un peu un certain nombre d'idées qu'il a sur cela, parce que les autres secteurs, il sait que ce n'est pas gagné du tout. Troisième point, c'est une intervention qui a été plombée par les informations qui ont été données hier par un certain nombre de députés qu'il a reçus. Vous avez fait référence d'ailleurs en disant « la foule n'est pas légitime et il n'y a de légitimité que la représentation nationale ». Alors, je voudrais citer, lui qui est un littéraire, citer une formule, citation connue de Victor Hugo qui dit « souvent la foule trahit le peuple ». Bien. Nous sommes dans une situation intéressante, il y a foule, mais est-ce que ce n'est pas aussi le peuple? C'est quand même un phénomène général. Oui. C'est un phénomène général. Mais qui est cette foule, justement? Parce que est-ce qu'on a une idée sur le profil des manifestants, notamment dans les manifestations, ce qu'on appelle les manifestations spontanées? Est-ce que ce sont des militants? Est-ce que ce sont des syndicalistes? Est-ce que ce sont de jeunes étudiants? Qui sont-ils? Le premier segment, le gros de cette foule, de ces contestataires, ces manifestants, c'est évidemment les travailleurs liés à des organisations syndicales. Je vous rappelle que dans ces manifestations-là, il y a accord des syndicats. Il y a une intersyndicale qui fonctionne. Et c'est rarissime, compte tenu des clivages qui marquent l'histoire syndicale en France, vous le savez. C'est tout à fait intéressant à relever. Donc il y a là un front syndical uni, avec des nuances évidemment, des stratégies autres, mais il y a quelque chose de fondamental, avec un syndicat comme la CDT, le CDT de Laurent Berger, qui passe par un syndicat historiquement réformiste et qui est en première ligne dans la contestation. Suivi évidemment par Philippe Martinez de la CGT, lequel a un congrès dans quelques semaines et donc il est obligé de galvaniser les foules syndicales, si je puis dire. Ça, c'est le gros du segment. À côté de ça, il y a les mécontents. Il y a les mécontents, il y a les routiers, il y a les fonctionnaires, il y a les travailleurs. S'y ajoute
c'est un phénomène intéressant, les jeunes. Vous savez qu'on a observé que dans les interpellations, les centaines d'interpellations qui ont été faites, il y a les services de police de la préfecture de Paris, d'ailleurs, etc., relèvent que 90% d'entre eux ne sont pas fichés par la police. Et donc, il y a là éruption dans le champ de la contestation sociale et syndicale des milliers de jeunes. Ce qu'il faudra suivre, c'est est-ce que ce mouvement des jeunes va se généraliser et s'étendre aux étudiants. Et ça, c'est une donne politique majeure, de même que les lycéens, parce que ça, c'est un facteur de basculement et de mobilisation. Autre observation aussi, je crois, pour ce contexte-là, c'est que le président Macron est décalé. Il paraît être décalé par rapport à cette fronde. Il a fait et décidé, on va y revenir, une mesure offerte par la Constitution 1958, la Constitution française, qui est donc l'article 49.3, on va y revenir. Mais ce que je voudrais relever, c'est qu'il traîne depuis son élection, donc la première fois pour son premier mandat, et ça s'est aggravé, accentué pendant le premier mandat, encore plus aujourd'hui avec le deuxième mandat, une cristallisation, vous avez parlé de rejet de sa personne. Mais oui. On n'a jamais vu dans l'histoire de la Ve République un tel rejet de la personne du président de la République. C'était un peu vrai pour François Hollande, vous le savez. C'était un peu vrai aussi pour, peut-être un peu davantage pour Nicolas Sarkozy, qui était très clivant sur un certain nombre de questions, migration, autorité, etc. Mais c'est la première fois qu'il y a dans la pratique de la Ve République, depuis 7 décennies, donc, ce phénomène de rejet visant le président de la République, et je crois que ça, c'est préoccupant. Et sa première ministre, Elisabeth Borne, oui, qui défend bec et ongle et qui affirme sa confiance en sa première ministre. Vous avez fait référence à madame Elisabeth Borne, qui est la première ministre, sauf que le problème qu'elle a, c'est qu'elle paraît transparente. C'est une dame de qualité, évidemment, qui a des compétences, mais elle a dit qu'elle était infusible. En l'espèce, je pense qu'elle n'est pas infusible. Elle ne remplit pas la fonction de fusible qui est occupée traditionnellement par un Premier ministre pour protéger... Bon, le fusible a échappé à seulement 9 voix de sauter. Hein. Voilà. Donc nous en sommes là. Pour la motion de censure. Alors, Abdou Hafidi, l'historien que vous êtes, est-ce que le fait de comparer ces manifestations et puis ces scènes quand même de voitures qui brûlent, de centaines voire de milliers de manifestants dans les places principales, et ce sont encore une fois, rappelons-le, des manifestations spontanées, est-ce que cela est plus semblable à un mai 68 ou plutôt c'est un nouvel épisode des Gilets jaunes? Il faut tout simplement rappeler que la France est un pays qui a une vieille tradition de ce qu'on appelle les jacqueries de la Révolution française, c'est-à-dire les soulèvements, les manifestations, les contestations. La France est un pays de passionnés de la politique, c'est-à-dire que tous les événements, quelle que soit leur ampleur, quel que soit leur volume, prennent très rapidement un ton passionnel entre le pouvoir et, je dirais, les représentations politiques, et aujourd'hui avec le peuple. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la construction même du politique en France repose sur la légitimité de la vox populi, de la voix populaire. Contrairement à ce que dit, en tout cas la différence de ce que dit le président Macron, la voix du peuple, ce qu'on peut appeler la légitimité de la rue, est quelque chose qui est historiquement intégré dans le logiciel politique français. On n'a jamais vu un changement en France qui vient de là-haut. Toujours, tous les événements ont montré, depuis quasiment la Ve République, pour ne rester qu'à ce niveau-là, que tous les événements sont toujours dictés par la mécano de la rue, et il y a le carburant populaire qui a toujours été un élément fondamental dans, je dirais, le contre-pouvoir. Il devient d'autant plus un contre-pouvoir que Macron a réussi, si j'ose dire, l'exploit depuis 2017, c'est de passer par-dessus bord de ce qu'on appelle les intermédiaires politiques, les syndicats, les partis politiques. Il a complètement négligé, pour ne pas dire marginalisé, et il s'est retrouvé nez à nez, si j'ose dire, avec ce peuple dont il craint précisément, je dirais, l'émergence ou l'irruption, mais il n'y a plus d'intermédiaires. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'au moment où cette réforme, qui, je le rappelle, a été refusée par
68%. Le dernier sondage, il y a 3 jours, note que 8 Français sur 10 sont contre cette réforme. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, peut-être il faut rafraîchir la mémoire du président. Je crois qu'il le sait. Disons qu'il n'est pas du tout amnésique, mais il a la mémoire parfois. Ma mémoire sélective, c'est que le président himself, lui-même, en 2017, avait dit, je cite, « Je ne ferai pas la retraite pour augmenter l'âge de la retraite, je ne ferai pas de réforme, car il serait fou de pouvoir procéder sans une grande concertation et sans qu'il y ait un consensus. » Il semblerait qu'il ait changé d'avis depuis. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement problématique. J'ajoute 2 éléments à la lumière de sa conférence de presse. Premièrement, sur la forme. Il a souhaité effectivement qu'il n'y ait pas un discours, je dirais, à sens unique. Il a souhaité le journaliste pour donner l'impression qu'il y ait débat. Et puis, deuxièmement, il faut insister sur un point. Mustafa Sahim l'a rappelé à juste titre, c'est qu'il s'adresse à ce qu'on appelle dans les organismes de sondage en France la ménagère de 50 ans, c'est-à-dire ceux qui déjà chez eux et ne travaillent pas. C'est à eux qu'il s'adressait. Mais en même temps, le choix de 13 heures n'est pas un choix anodin. Il me semble, et quelques astres ici et là ont déjà réfléchi à la question, ils ont déjà donné un début de réponse, c'est qu'il voulait, compte tenu que le moment de cette conférence de presse est la veille d'une très très grande journée, la 7e journée de la mobilisation, et le devoir organisé à 13 heures, c'est une façon de laisser les acteurs de demain réfléchir pour pouvoir peut-être les mobiliser. C'est un calcul qui est fait. Alors on verra demain. Effectivement, tout dépendra de la mobilisation de demain. Alors, tout dépendra de la mobilisation de demain, grosse mobilisation. Bon, du coup, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est un mai 68 ou juste c'est à l'épisode des Gilets jaunes? Enfin, s'apparentant à l'épisode des Gilets jaunes. Ou je dirais que ce serait les Gilets jaunes 68. Oui. Ça sera les Gilets jaunes en pire, d'une certaine façon. Pourquoi Parce que je pense qu'il a réveillé chez les Français une peur. Parce qu'on peut angoisser. Hein, toute société est angoissée par les temps qui courent. Mais je crois que là, il a fédéré toutes les angoisses qui se transforment en une véritable peur, qui traduit une invisibilité du futur, et notamment pour la jeunesse. Je vous fais remarquer quand même qu'un des syndicats les plus forts dans cette mobilisation, ce sont les syndicats des étudiants. Or, les étudiants, quand on a 20 ans, 25 ans, ce n'est pas à la retraite qu'on pense. Et pourtant, ils se sentent directement et automatiquement concernés. Et il a réussi aujourd'hui, l'exploit, c'est de se mettre la société à dos. Alors maintenant, est-ce qu'il va arrêter? Je crois que dans sa conférence de presse, il y avait 2 aspects. Un, il a dit d'ailleurs, le journaliste de France Télévisions, quand tu lui as posé la question, est-ce que vous regrettez quelque chose? Il dit, oui, je regrette que la concertation, la pédagogie n'avait pas totalement réussi. C'est faux, puisque rien ne l'empêchait de prendre la parole en décembre, en janvier. Il ne l'a pas fait. Mais en même temps, la page n'est pas tournée. Ceux qui croient, une fois que cette loi est adoptée par le Parlement, va tourner la page, pas du tout. Parce que lui-même, il a un carburant. Oui. Lorsque l'opposition a déjà annoncé qu'elle va saisir le Conseil constitutionnel, vous savez, si le Conseil constitutionnel, par malheur ou par bonheur pour les uns, sanctionne, en tout cas censure une partie importante, ça sera pour lui une sortie par le haut. Il va dire, écoutez, moi je suis allé jusqu'au bout, je reste fidèle, et le Conseil constitutionnel pourrait effectivement apporter une rectification, voire même une censure. Rien n'est joué pour le moment, il est droit dans ses bottes, mais je pense qu'il a fissuré, y compris sa majorité, qui, selon un certain nombre d'observateurs, elle-même n'est plus soudée comme il le souhaite. Pourtant, il a essayé de se défendre tant bien que mal, le président. Vous voulez réagir, sur ce point précis? Oui, bien sûr. Vous avez posé le problème du parallèle éventuel entre mai 68, les Gilets jaunes et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des différences de nature, me semble-t-il. Mai 68, c'était une mobilisation estudiantine sur le rejet de l'autorité.
de l'autorité. C'est ce qu'on remarque quand on voit les images dans les rues de Paris. Et ça n'est devenu une crise sociale importante, une crise politique, que quand les syndicats ont rejoint les étudiants, notamment la CGT de Georges Ségui. C'était une interpellation d'une certaine société autoritaire, paternaliste, et c'était d'ailleurs d'inspiration américaine, ça venait des campus américains, vous le savez comme moi. Pour ce qui est des Gilets jaunes, l'affaire est partie sur un point particulier, c'est l'augmentation du prix du gasoil. Un certain nombre de gens disent non, on peut pas parce que nous, on utilise nos voitures, diesel, etc. Et c'est parti de ça. Mais ça a trouvé un terrain favorable du fait que ça a été l'occasion pour un certain nombre de mécontentements et de mécontents de se glisser dans cette contestation et ça a donné, c'est quand même une situation tout à fait préoccupante. Maintenant, aujourd'hui, ici, c'est différent. C'est différent parce que l'erreur qui a été faite, me semble-t-il, en termes politiques, c'est qu'il y a eu une focalisation sur l'âge de la retraite. C'est-à-dire la réforme de Macron, des retraites, tout ça, etc., inaudible. Il y a eu des débats sur la pénibilité, sur les fins, le nombre pour les femmes, comment il faut compter le travail des femmes et les annuités, les etc. fameux 1 200 euros de pension, généralisés ou pas. Voilà. Et maintenant, tout ça est venu se focaliser sur cette histoire de 64 ans, et ça touche un certain nombre de travailleurs qui ont besoin de partir à 62 ans, 60 ans. Vous remarquez qu'en première ligne, il y a les éboueurs. Oui. Et les éboueurs disent... Ils sont en grève. Ils sont en grève depuis 10 jours. Vous avez vu ce spectacle. Ce spectacle, de la plus belle ville du monde, le spectacle qui est offert. Et donc, ils disent 2 ans de plus, nous ne sommes pas sûrs de continuer à être en vie parce que le travail que nous faisons est un travail qui nous use. Et donc, nous avons besoin d'avoir cet espoir de partir à la retraite 60-62 ans. Il y a ça. Alors, sur sa concertation, c'est intéressant de noter, il dit qu'il y a eu 175 heures de débat et de concertation. Mais avec qui ? Avec qui ? Il n'a pas fait ça avec les organisations syndicales. Il y a eu des réunions, etc. Les syndicats, il y a une semaine, lui ont écrit pour demander à être entendus, être reçus. Il ne les a pas reçus. Il a fait publier. Mustafa Sahabi, juste parce que vous avez parlé de prix, justement, et de l'origine de la naissance de ce mouvement des Gilets jaunes, il s'agit, c'est avant même qu'il y ait l'inflation dans laquelle nous sommes en train que nous sommes en train de traverser tant bien que mal ici ou ailleurs, notamment en France. Et sur le volet de l'inflation, Emmanuel Macron a clairement défini, ou dirais-je même mis en exergue, le rôle du gouvernement dans le renforcement du pouvoir d'achat ces dernières années. Et je le cite, il a dit « Jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter ces dernières années ». Alors que l'inflation porte un coup très dur aux porte-monnaies les plus modestes. C'est pas faux. Le paradoxe de la situation, c'est que l'économie française se porte bien. Il y a de bons indicateurs. Le taux de chômage a été réduit à 8%. Ce n'était pas le cas auparavant. Il y a une reprise économique. Le taux de croissance pour 2022, il a été de 2,6%. Et il était moins 7% en 2011, et plus 7% en 2011 et moins 8% en 2020. Oui, mais il ne va pas taxer les super profits, parce que, in fine, oui, effectivement, l'économie se porte bien, mais les grosses entreprises aussi, surtout. Mais il ne veut pas taxer, là je ne suis pas en train de reprendre les arguments de la gauche, mais il prévoit une contribution exceptionnelle, mais pas une taxe sur les big profits, les super profits. C'est exactement le sparadrap qu'il porte depuis le début de son mandat, c'est le président des riches. Premier ou deuxième ? Le premier. Parce que là, c'est le deuxième mandat. Non, le premier, et ça continue. Oui. Et d'ailleurs, l'ancien président socialiste François Hollande l'avait dit dans une déclaration à la télé, il dit non, c'est pas le président des riches, c'est le président des plus riches, des très riches, d'un ancien président qui le dit. Et il a été secrétaire général adjoint
de l'Élysée avec lui. Donc ça lui colle à la peau, si je puis dire. Parce que si cette réforme, peut-être pour rappeler aussi à nos téléspectateurs, si on prend le risque de faire une réforme aussi impopulaire, c'est parce que les caisses sont vides. Les caisses ne sont pas vides, si vous permettez, je voudrais apporter une correction. Oui. Il y a de l'argent, mais c'est le calcul systémique qui fait qu'on ne peut plus, à terme, pouvoir assurer le paiement des allocations sociales et donc des caisses de retraite essentiellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 18 millions de retraités en France. Mm-hmm. Il y a 10 ans, il y avait 10 millions de retraités. Et le phénomène que l'on connaît, qu'on observe d'ailleurs au Maroc aussi, c'est le rapport entre les actifs et les retraités. Oui. Ce rapport, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a maintenant au Maroc, par exemple, il faut en parler, il y a un actif pour 2 retraités, ça a diminué. D'où d'ailleurs notre dossier des retraites qui, j'espère, sera traité un jour par ce gouvernement. Et oui, ça fait partie des dossiers qui sont sur la table. Ça fait partie sur les dossiers de la table du dialogue social avec les syndicats qui refusent... Ah oui, mais il faut dialoguer. De relever le départ de l'âge de la retraite à 63 ans. Mais il faut dialoguer, il faut parler, il faut arriver à une approche consensuelle. Ça se fait, j'espère que ça continuera à se faire au Maroc. Et pour l'instant, nous parlons de la France, et donc il y a une rigidité. Il y a une rigidité aussi du fait que c'est un pays, en France, qui vit largement au-dessus de ses moyens. C'est un pays qui ne finance ce qu'il fait que par la dette. Oui. Savez-vous quel est le taux de la dette en France par rapport au PIB ? 113%. C'est un des pays les plus endettés d'Europe. Pas raison de plus de taxer les super-profits. Oui, mais faut bien remplir les alors il en a parlé. Il faut être juste, dans sa conférence de presse, il avait dit oui. Nous Contribution exceptionnelle, ça veut dire que c'est éphémère. Oui. Ce n'est pas installé dans le temps. Tout est dans la sémantique, vous le savez mieux que moi. Le vocabulaire est là, c'est intéressant, c'est surprofit, ça fait riches qui ont gagné de l'argent indu. Donc là, c'est simplement une sorte de volontariat, contribution exceptionnelle, oui. Donc nous en sommes là. Il y a aussi le fait que, ça a été dit par notre ami Abdou Hafidi, son rapport aux gens et son rapport à la politique. Son rapport aux gens, c'est quoi ? C'est quelque chose de particulier qui m'a toujours frappé. Vous vous souvenez de cette sortie qu'il avait faite il y a 2 ans à propos des chômeurs ? Il a dit « Oui, mais vous traversez la rue, vous trouvez du travail. » C'est désastreux en termes de communication. Les centaines de milliers... Il a une bonne équipe de com. Oui, mais ne se maîtrise pas. C'est-à-dire, il ne résiste pas à l'idée de faire un mot, de dire ce qu'il pense, etc. Pourquoi est-ce que c'est parce que il n'est pas vraiment issu il n'a pas baigné dans la politique, Emmanuel Macron. C'est son côté technocrate qui prend. Il est de la bourgeoisie. C'est un enfant de la bourgeoisie. Damien, son père était chirurgien, un grand patron d'ailleurs d'hôpital, sa mère aussi, etc. Et donc, c'est un milieu bourgeois. Il est venu à Paris. C'est quelqu'un qui n'a pas milité. C'est ça. Ni le syndicalisme studentin, ni politique, ni rien, ni associatif, ni même associatif. Et après ses études, quel a été son cursus ? Il est allé où ? Bon, la banque. Mais quelle banque ? La Banque Rothschild. Il est allé à Banque Rothschild, donc il était un des hauts cadres de la Banque Rothschild. Mais il a quand même fait un passage dans l'administration publique française. Oui. Ce n'était pas suffisant peut-être pour, mais pour prendre les rouages. Vous savez, c'est la formule de Général de Gaulle à propos de Giscard d'Estaing. Il avait dit une fois, le problème de Giscard, c'est le peuple. Giscard d'Estaing a toutes les qualités, etc. Mais il avait dit son problème, c'est le peuple. Le problème de Macron, c'est le peuple, c'est-à-dire que son rapport au peuple est un rapport biaisé. Parce que ce n'est pas un rapport d'authenticité, ce n'est pas un rapport de compagnonnage, ce n'est pas un rapport de partage des conditions de vie et de travail. Et puis, son univers, c'est celui des multinationales, c'est les grands investisseurs, c'est le CAC 40, etc. Absolument. Alors, Abdou Hafidi, puisqu'on parle de politique, quand Emmanuel Macron lance cet appel à élargir la majorité, que signifie cela ? Est-ce que on va commencer à brasser un peu à droite dans cette majorité gouvernementale ? Est-ce qu'il appelle sa première ministre
peut-être à rajouter quelques éléments de droite pour élargir la majorité. Que signifie cela? Moi, personnellement, je me suis arrêtée sur cela parce qu'il parle de bâtir un programme de gouvernement. Non seulement il n'y a pas de majorité, mais il n'en aura pas. Lorsqu'on voit la réaction cet après-midi après la conférence de presse d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui lui, déjà s'est un petit peu démarqué du président en disant que les choix qu'il vient de prononcer lors de cette conférence ne sont pas beaux. Donc il y a déjà du rififi dans l'éphémère, coalition passagère, dont je rappelle quand même, il y a quelque chose qui s'est produit à l'Assemblée nationale à l'occasion de vote, en tout cas de cette motion de censure, qui est absolument ubuesque. Voilà que le projet initial, qui a été porté par la majorité, par Macron, eh bien, ce projet, ce n'est pas celui qui a fait l'objet d'un vote bloqué du 49-3, pas du tout. C'est-à-dire, il a négocié la droite qui a apporté au Sénat un certain nombre de rectifications, et c'est le texte final qui est un peu un compromis boiteux entre les fondamentaux de la loi initiale proposée par la majorité et les amendements apportés par la droite. La moindre des choses, c'est que Macron devait attendre de la droite qu'elle lui assure quand même le vote de la majorité des députés, des 60 députés de la droite. Eh bien, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire, Éric Ciotti n'a pas été en mesure d'apporter dans le carcel de la mariée, dans le vote, l'ensemble. Il y a au moins entre 15 et 22 députés de la droite qui ont voté la motion de censure. Oui. Alors déjà, un propos incroyable, et que le président de la République sait aujourd'hui qu'il est seul et qu'il va falloir refonder autrement s'il veut continuer. Alors, évidemment, il a beau à dire, et la réalité elle est autre, que la Première ministre aujourd'hui a toute sa confiance, oui, mais la question est jusqu'à quand? Est-ce que c'est à ce que le Conseil constitutionnel se prononce? Il a même ajouté que... Mais quand la gauche appelle à un référendum, par rapport justement à cette crise des retraites, 250 parlementaires quand même, mais principalement de gauche, ils appellent à un référendum d'initiative partagée. Oui, mais il faudrait quand même la signature telle que la loi le prévoit de 4,7 millions de citoyens. C'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. D'abord, il faut le temps pour le préparer, il faut des mois et des mois. Ça ne me semble pas être aujourd'hui la solution, en tout cas dans les brefs délais. Il y a manifestement un blocage. Je voudrais juste revenir 3 secondes sur ce qui a été dit à propos de cette comparaison que je ne trouve pas tout à fait juste, il n'est pas tout à fait adapté. Ce qui s'est passé en 68 et aujourd'hui. 68, ce n'est pas une révolution politique, puisque le général de Gaulle part et la continuité est assurée par le président Georges Pompidou. 68, c'est une révolution culturelle, au sens où le logiciel de la société française va changer. La condition de la femme, la position vis-à-vis des immigrés, des étrangers, le code de l'enfance, l'interruption volontaire de la grossesse. C'est une véritable révolution culturelle. Nous sortions à l'époque de ce qu'on appelait une société rurale. La France, à la veille de 1968, le sociologue Edgar Morin a écrit un livre remarquable, La Brèche, qui explique que nous sortions d'une ancienne société pour entrer dans une nouvelle. Donc, mai 68, c'est pas seulement la grève des étudiants au boulevard Saint-Michel, ce n'est pas seulement la participation du Parti communiste, etc. Ajoutons à cela un élément qui est aujourd'hui complètement absent. C'est qu'à l'époque, le Parti communiste faisait 27%. La fédération de la gauche qui dirigeait à l'époque la social-démocratie François Mitterrand, elle représentait quasiment 20%. Les syndicats de la CGT frôlaient quasiment les 75% des adhérents. On n'est plus dans ce contexte. Donc mai 68, c'est une référence lointaine. Elle peut apparaître comme un élément référentiel, mais nous ne sommes pas à la veille d'une révolution culturelle, nous sommes à la veille d'une crise du régime. Alors est-ce qu'une crise de régime... Alors, le régime, ce n'est pas le régime de Macron. Ce sont les institutions de la Cinquième République. Voilà. Est-ce que ce que vous dites là, alors, certains, bon, je dirais pas complotistes, mais bon, peut-être rêveurs, ou en tout cas, là, on dit que la Cinquième République commence à s'essouffler. Est-ce que vous pensez que tous les éléments attestent
de cet essoufflement de la Ve République? C'est pas un essoufflement, c'est plutôt le changement de logiciel institutionnel, parce que la Ve République, qui a été fondée par le général de Gaulle en 1958, alors 58, on est en plein guerre froide, nous sommes dans une guerre d'Algérie qui a fracturé la société française, elle a même été d'une certaine façon un événement précurseur à tous les changements politiques. Elle a eu lieu, dans cette Ve République, à la sortie de la Quatrième République, qui était le gouvernement de ce qu'on peut appeler le Parlement. On n'est plus là. La France a complètement changé. La France a changé complètement de cap. Le monde a changé. Nous ne sommes plus dans l'ancien monde. Et je crois que nous sommes en train de gérer la France avec un ancien logiciel. On a un peu tiré sur la ficelle, on a essayé d'utiliser le maximum de la réserve que contient la Constitution de 58. Aujourd'hui, avec la énième fois, qui est une fois de trop, de l'usage du 49.3, je pense que c'est ce blocage-là qui aujourd'hui doit être revisité afin de donner du souffle, non pas à la politique française, mais aux institutions qui doivent se rénover. C'est-à-dire, pour dire un mot de ce qu'a toujours écrit, et il vient de l'écrire récemment, le grand spécialiste de l'État français et de la France, Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, il a dit que nous sommes en train de vivre depuis quelques années une démocratie par intermittence. C'est-à-dire le peuple, on l'appelle une fois tous les 5 ans, puis après on l'oublie. Je crois que c'est cela qui est aujourd'hui au cœur de la mêlée politique. C'est une mêlée démocratique à laquelle il faudrait réfléchir du plafond jusqu'au sol, ou du sol jusqu'au plafond. Oui, pour un nouveau souffle justement à cette Ve République, Mostafa Sahimi. Quelle a été je vais revenir sur la Ve République. Auparavant, je voudrais dire aussi, quelle a été la stratégie de Macron en 2017? C'est de fragmenter la gauche, fondamentalement. Où il disait, je suis et de gauche et de droite, et sur ce plan-là, il a réussi. Le Parti socialiste aujourd'hui fait 3% à 4% des voix, on l'a vu. Oui. Aujourd'hui, son souci, c'est de fragmenter la droite. La fragmenter la droite dans une opération de récupération. Autre observation, son désintérêt et même son rejet, me semble-t-il, de tout ce qui est institutionnel. Les partis politiques de gauche, de droite, mais aussi les corps intermédiaires de représentation. Vous avez vu le peu de considération qu'il avait pour les maires, les régions, etc. Il considérait que c'était des structures qui n'étaient pas efficientes et que ce n'était pas la peine de prendre leur avis. Il s'est un peu ravisé en tenant des réunions, tout ça, mais fondamentalement, dans sa culture politique, il y a peu de place à donner au corps intermédiaire. C'est une approche jupitérienne, d'en haut, et tout le reste doit marcher au sifflet. Maintenant, pour la Ve République, j'ai un avis différent de mon ami Abdouha Hafidi. Les institutions de la Ve République sont solides. Et la Ve République a fait la preuve de sa capacité à surmonter les crises, et il y en a eu des crises depuis 1958, parce que les Français adhèrent à la Ve République et à la distribution des pouvoirs telle qu'elle est faite par ce texte. Le problème qui se pose, c'est la pratique qui est faite d'un certain nombre de techniques juridiques qui sont dans la Constitution, notamment l'article 49.3. Voilà. C'est quoi, là, pour nos téléspectateurs, l'article 49.3 dans la Constitution? C'est un article qui permet au gouvernement, quand il a un projet de texte législatif, de le faire voter sans débat. C'est ça. C'est une dégaine, c'est comme un cow-boy qui tire. C'est un joker, en fait. Oui, absolument. Parce que le joker, on l'utilise une fois, mais c'est un joker permanent. Savez-vous que l'article 49 de 49.3 de la Constitution 58 a été à ce jour utilisé 91 fois depuis 1958, dont une dizaine de fois par qui? Par Michel Rocard, par les gouvernements de Chirac, de Sarkozy, etc. Mais pas autant. Mais pas autant, pas de cette manière-là, surtout sur un débat. Depuis qu'il a été élu à maintenant, voilà. J'ai pas le chiffre. Surtout que ce qui est prévu, c'est normalement l'article 49.3, il doit être utilisé, c'est la Constitution d'ailleurs qui le dit, que pour les projets de texte législatifs de nature financière.
Et pour les textes non financiers, la Constitution permet de l'utiliser une seule fois par session. Le paradoxe de cette situation, c'est qu'il y a eu un processus de concertation, de dialogue, et puis la veille, le gouvernement dit c'est l'article 49.3, et donc le projet de loi sur la réforme de la retraite passe. Ce qui met tout le monde en situation inconfortable, parce que les organisations syndicales et tous ceux qui étaient associés à ce débat considèrent qu'ils ont été floués et qu'il n'y a pas matière à consultation. Le président Macron reproche aux syndicats de manquer de sens de compromis, mais est-ce qu'il a fait montre d'un sens particulier de compromis en actionnant l'article 49.3 de la Constitution qui permet un vote unique? Alors, ce qui est intéressant, et j'étais en train de vérifier justement le nombre de fois où cet article 49.3 de la Constitution française a été déclenché sous la Ve République sur les 100 recours. 90 plus 1. Il y a quand même, il y a plus, la majorité des fois où cet article a été utilisé, c'est la gauche qui l'a sorti quand même. Oui, notamment Lionel Jospin, chef du gouvernement, et Michel Rocard. Exact. Je voudrais ajouter un autre point qui explique la situation dans laquelle nous sommes. Il y a eu dans la pratique de la Ve République des expériences de cohabitation, vous le savez, entre président Mitterrand et Jacques Chirac, entre Lionel Jospin et Chirac, etc. Nous sommes aujourd'hui dans un schéma différent. Il n'y a plus mais il y avait une cohabitation qui a fonctionné. Parce que chacun connaissait son périmètre et ses prérogatives, il y a eu des heurts parfois, etc. Aujourd'hui, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une cohabitation difficile qui est en train de monter et de peser entre qui? Entre le président Macron et le peuple. Hey. Par-delà les partis politiques. Et ça, on ne sait pas comment ça va être réglé. C'est-à-dire, il y a le président Macron. Est-ce que quand vous parlez du peuple, vous parlez de ce qu'il a défini comme la foule, donc les gens qui sont dans la rue, ou le peuple qui est sous l'hémicycle? Vous savez. Ces élus, parce que lui ne croit que... Je vais vous répondre. Quelle est la situation dans la légitimité de la voix des élus. Oui, mais pas de la voix des manifestants. Mais vous savez, quelle est la situation en France? Vous avez remarqué quand même l'irradiation contestataire dans toutes les villes de France et les petites villes, et même dans les villages, on a vu des images, etc. C'est quelque chose qui vient des profondeurs de la société. Alors évidemment que les élus ont un statut d'élu, mais par-delà leur statut d'élu, il y a quelque chose de fondamental, c'est la vox populi, c'est-à-dire les aspirations, les mécontentements venant des profondeurs de la société. Alors une grève nationale qui sera observée donc demain, Abdou Hafidi, bon, ça promet quand même, est-ce qu'on arrive réellement à immobiliser le pays comme voulu par les syndicats? Écoutez, demain sera véritablement un examen grandeur nature, car il y a un avant et un après le vote bloqué, comme ça a été rappelé, et la conférence de presse de cette matinée du président de la République. Il est certain que les syndicats sont remontés à bloc. D'ailleurs, la riposte, et non pas la réponse, la riposte du secrétaire général de la CFDT cet après-midi est absolument foudroyante, lorsqu'il a même envoyé le message suivant au président de la République en disant que le président a menti, il dit le mensonge, lorsque le président a dit que d'accord, ok, les syndicats ils sont là, mais ils n'ont fait aucune proposition alternative. Le secrétaire général du syndicat lui démentit catégoriquement, puisque effectivement, il y a un projet qui a été proposé par la CFDT, il y a évidemment des projets proposés par la CGT. Il y a des projets proposés par la NUPES. Mais il y a des projets qui n'ont même pas eu l'accord des élus de la République, mais qui sont quand même passés grâce au 49.3, dont ce projet de retraite. Donc, in fine, c'est un projet qui est prédéfini par l'exécutif actuel, et quels que soient les dialogues qu'ils auraient avec, que ce soit les syndicalistes ou même les partis politiques, et donc les parlementaires, que ce soit voté contre, eh bien, si ce projet de loi, on le veut vraiment de chez l'exécutif, alors une 11e 49.3 ne fait de mal à personne, enfin, pour le moment.
Mais enfin, tout a été mal ficelé depuis le début. Oui. Tout a été mal ficelé depuis le début. Oui. Il n'y a jamais eu véritablement de négociation avec les centrales syndicales. J'ajoute qu'il y a 15 jours, c'est-à-dire l'ensemble des syndicats, c'est une première depuis quasiment 20 ans. Les syndicats, dans leur totalité, ce qu'on appelle la confédération syndicale, avaient souhaité rencontrer le président de la République avant que le projet n'aille au Sénat. Le président de la République a opposé un non catégorique. Autrement dit, il n'y a jamais eu volonté véritablement d'aller discuter avec les syndicats, car probablement les limiers de l'Élysée, ceux qui réfléchissent avec le président, parce qu'il n'est pas seul, il a quand même autour de lui un groupe, eh bien, ils ont considéré qu'il serait dangereux d'aller, d'une certaine façon, rencontrer pour discuter de ce projet, car les syndicats avaient un certain nombre de propositions. Je reviens tout simplement sur la faisabilité et sur le contenu de cette réforme. Tout à l'heure, Mustapha a fait allusion à la situation économique française. Oui, effectivement, mais vous savez, dans un pays comme la France, on ne prête qu'aux riches. La France est un pays endetté, mais l'Allemagne aussi, l'Italie aussi, les États-Unis, n'en parlons pas. Pas autant. D'ailleurs, ce qui a aggravé, ce qui a rendu encore plus grave le déficit financier, c'est évidemment la gestion de la Covid-19. Or, tout le monde sait que la France s'est complètement lâchée, si j'ose dire, pour dire que rien ne doit être épargné pour sauver les Français. Ça a été un déficit abyssal, oui, sauf que la Banque européenne avait tout simplement dit au cas où il y a un problème de l'ensemble des membres de l'Union européenne, et notamment ce qu'on peut appeler les moteurs, à savoir l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, etc., eh bien, nous reverrons la dette de ces pays, et on ne va pas exiger de ces pays qu'ils répondent aux critères, c'est-à-dire l'orthodoxie européenne de 3% de déficit. Ça a été dit, ça a été confirmé. Un autre élément, combien aujourd'hui les caisses de retraite, quel est le manque à gagner? 8 milliards. Or, ce n'est pas aujourd'hui. Il n'y aura véritablement déficit, c'est qu'en 2027. C'est-à-dire que les caisses de la retraite aujourd'hui telles qu'elles sont prennent en charge sans aucun problème jusqu'en 2007, où le risque de rentrer dans une zone grise de la dette est grand. J'ajoute à cela que les syndicats avaient une proposition, contrairement à ce qu'on dit. Combien l'État, depuis 2017, a offert comme aide à ce qu'on appelle les entreprises de CAC 40 ? 83 milliards. Sans aucune contrepartie. Ce n'est pas moi qui dis cela, ce sont les économistes. C'est Eli Cohen. Les économistes diront aussi que c'est pour les aider, pour maintenir les emplois et créer de la richesse et de la croissance. Et c'est ce qui permet au chômage d'être réduit. Voilà. Les entreprises n'ont pas été au rendez-vous des engagements qu'ils avaient pris. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, ce sont les statistiques, ce sont les bilans qui ont été effectués. Hélas, les entreprises à qui on a fait ce que certains appellent des cadeaux fiscaux, ce que nous appellerons nous des aides en termes d'investissement, eh bien malheureusement, ils n'ont pas été à la hauteur de pouvoir redynamiser l'économie et d'offrir aux Français ce qui a permis de débloquer la situation économique aujourd'hui. Et Moustapha Saïb a raison de dire tout à l'heure que le chômage est moins important et plus bas, c'est la sortie de Covid. Tout a été à refaire. Nous avons des métiers qui ont complètement disparu. Nous avons des métiers qui ont été, je dirais, inventés. Nous avons des façons de travailler qui ont changé. Eh bien, tout cela a apporté, je dirais, une respiration à l'économie, sauf que cette respiration, si elle n'est pas suivie d'une politique économique globale, risque effectivement de s'essouffler. Et puis, un dernier mot sur l'avenir. Je crois que ce qui est en train de se jouer dans cette affaire des retraites, bien sûr, il y a les chiffres, mais il y a les lettres. C'est-à-dire, les syndicats, la société française posent la seule question qui vaille, et je crois que c'est une question qu'il faille regarder de plus près. Quelle société voulons-nous aujourd'hui à partir
de ces mesures à partir de cette réforme. Quel type de société voulons-nous? Voulons-nous une société où on va donc répéter le modèle américain, c'est-à-dire cette retraite par capitalisation, c'est-à-dire chacun travaille, vous travaillez, vous cumulez de l'argent, vous faites de l'épargne, vous cotisez et vous avez une retraite, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien? Non. Je crois que l'acquis du Conseil national de la résistance de 1945, parce que c'est lui qui a posé la question de ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est que la solidarité reste au cœur du logiciel économique et politique français. C'est ce logiciel-là qui est en train de prendre de l'eau à partir d'un certain nombre de réformes, et notamment la réforme de la retraite qui, d'une certaine façon, tourne la page non pas à la crise, mais tourne la page à ce qu'on peut appeler le programme de l'État-providence de 1945, celui du Conseil national de la résistance. Ce sont les acquis de la retraite avec Mitterrand à 60 ans. La société française a accumulé un certain nombre de progrès. Oui. Ce sont ces progrès-là que les Français croient, à tort ou à raison, qu'ils sont en train d'être un peu délapidés et que le macronisme est une forme exacerbée d'un libéralisme, je dirais, qui servirait les forts et affaiblirait les faibles. Déblocage économique que vous avez évoqué. Moi, je vais finir avec vous, Moustapha Sahimi, si vous le permettez. Qu'est-ce qui ferait débloquer la situation politique et populaire aujourd'hui en France? Un nouveau pacte, une ouverture vers une majorité, mais c'est difficile. Vous avez vu la résistance et les résistances du côté des républicains. Et donc, ce n'est pas sûr qu'ils aient envie de se joindre à une majorité fragilisée par cette contestation sociale. Deux, le schéma, c'est que le normal, c'est que ça peut durer. Après tout, la France peut s'installer dans une situation comme ça, qui va perdurer, mais c'est problématique. Comme pour les Gilets jaunes, hein, ça a duré. Oui, ça a duré plus d'1 an. Ça dure donc, mais c'est difficile à tenir. Troisième point, il y a des contraintes. Le président Macron n'a pas beaucoup de chance avec son agenda diplomatique. Il reçoit qui ce week-end? Le roi Charles. Et il le reçoit où? Pas sûr, hein, parce qu'il y a il parle de risques pour sa sécurité, à cause notamment de la vente sociale. Oui, mais il est attendu en France. Mais il est attendu ce week-end. Il est attendu où? À Versailles. Imaginez le contraste éclatant entre une grande réception à Versailles, etc., et les mouvements sociaux. Dernier point, la voix de la France est-elle audible dans ce contexte-là? Elle n'est pas audible sur les questions internationales, sur les problèmes de l'Union européenne. Et donc, nous assistons à une situation de minoration de la place et du rôle de la France, et ça va porter atteinte à son crédit, à sa politique étrangère, à son image, et même au climat d'affaires et d'investissement. Merci beaucoup, Moustapha Sahimi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, Abdou Hafidi. Merci à vous, merci, et espérons en tout cas que le débat va continuer, parce que le risque d'une radicalisation en France de ces mouvements n'est pas exclu. Je crois que c'est un dossier sur lequel vous reviendrez sûrement, car ça comporte aussi ses répercussions sur l'ensemble de la région, y compris la Méditerranée. Oui, nous suivons bien sûr de près tous les dossiers qui concernent bien sûr notre royaume d'abord, et puis toute la région, parce que ce sont des sujets d'actualité et nous en traitons dans cette émission comme son nom l'indique. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. Très bonne soirée à tous.